Bonjour, aujourd'hui on commence avec un petit exercice sur les sous-espaces stables qui fait intervenir de l'arithmétique des polynômes. Alors, regardez l'exercice. Il est sur les sous-espaces stables, c'est quand même assez impliqué. Généralement, les problèmes de sous-espaces stables sont les problèmes de réduction qui sont réputés les plus difficiles. Alors, mais quand même, là, vous allez voir, c'est assez raisonable une fois qu'on sait la solution. Exercice. Soit E, un espace vectoriel, donc un K-espace de dimension finie, U, un endomorphisme de E, et X, un élément de E. Et on suppose que E, c'est l'ensemble des P de U de X quand P décrit K de X. Ça peut se dire autrement, on peut dire si F est un sous-espace stable par U qui contient X, alors F est égal à E. Voilà. Ou, si vous voulez aussi, E, c'est le sous-espace stable par U engendré par X. Voilà, ça se dit aussi comme ça. On suppose que le polynôme minimal de U se décompose en irréductible, en produit de J appartenant à grand J, de PJ puissance NJ, donc NJ c'est les multiplicités, les PJ sont des polynômes irréductibles sur K, et la question c'est combien E possède-t-il de sous-espace stable par U. Il se trouve qu'il va en posséder un nombre fini, même si le corps est infini. Voilà, alors vous pouvez vous tester sur cet exercice. Surtout, essayez de voir comment vous pouvez faire intervenir l'arithmétique des polynômes, c'est-à-dire de transformer ce problème d'espace stable en un problème purement d'arithmétique des polynômes. D'accord ? Comment le faire basculer vers un autre type de problème. Vous voyez, des correspondances, en quelque sorte. Très bien. Alors, allons-y. Je vous donne tout de suite la réponse. Le nombre de sous-espaces stables, c'est le produit pour J appartenant à grand J des NJ plus 1. Alors, pourquoi ça ? Allons-y. On va construire justement ce lien entre l'arithmétique et les sous-espaces stables de la manière suivante. Entre la géométrie et l'arithmétique, regardez, vous avez les polynômes ici, donc c'est l'algèbre des polynômes qui contient toutes les arcanes de l'arithmétique, et ici, l'espace qui contient finalement la géométrie vectorielle. Et ici, il faut un lien entre les deux. Et le lien, le voici, le plus simple, c'est l'application qui a P donne P de U appliqué à X. Bien. J'appelle phi, c'est un morphisme d'espace vectoriel. On ne peut pas attendre beaucoup plus que ça au départ. C'est-à-dire que, c'est un morphisme d'espace, vous le voyez assez rapidement, et on étudie son image et son noyau, et j'affirme que phi, c'est un morphisme surjectif d'espace vectoriel, et que son noyau, c'est l'idéal engendré par mu u. Alors le fait qu'il soit surjectif, il n'y a rien d'étonnant à ça, puisque justement, E, par définition, c'est égal à l'image de phi, d'accord ? Le fait que le noyau soit un idéal, par contre, c'est un petit peu plus étonnant, parce que, on le sait bien, le fait d'avoir pour noyau un idéal, c'est plutôt le privilège des morphismes d'anneaux. Or, lui, c'est juste un morphisme d'espace vectoriel. Donc, c'est quand même un morphisme d'espace vectoriel qui a un certain privilège et qui a pour noyau un idéal. Voilà déjà une proposition. Et une deuxième proposition, c'est que du coup, puisqu'il est surjectif, il suffit de quotienter, de faire un passage au quotient par le noyau ici, pour obtenir un isomorphisme. Un isomorphisme d'espace, toujours. Mais du coup, comme c'est un isomorphisme, on va voir qu'il va mettre en bijection des parties de E avec des parties de K de X quotientées par mu U, l'idéal engendré par mu U. Et dans cette correspondance, en particulier, quand on aura un sous-espace stable par U ici, ici, on aura un idéal de cet anneau que je peux appeler A, par exemple. Ce serait peut-être plus simple de l'appeler A. Voilà. Voilà, donc maintenant, compter les sous-espaces stables par U, ça va revenir à compter les idéaux de A. Alors, on va montrer proposition 1 et proposition 2. Pour d'abord, proposition 1, il est clair que mu U appartient, donc ça c'est le polynôme minimal de U, il appartient à clair de phi. D'accord ? Vous prenez mu U de U, c'est 0, donc 0 appliqué en X, ça fait 0. Donc lui, il appartient à clair de phi.
Maintenant, si, réciproquement, hein, ce qu'il faut montrer, c'est que si Q appartient à clair de phi, alors Q est un multiple de mu U. Donc, multiple de mu U, il suffit de montrer que Q de U égale 0, parce qu'on sait que mu U, c'est le polynôme minimal, il divise tous les polynômes annulateurs de U. Alors, bah oui, faut montrer que QU, c'est l'endomorphisme nul. Donc, on prend un élément quelconque de E, bah, il est sous cette forme-là, évidemment, avec un P dans le cas de X. J'applique Q de U, il faut trouver 0, bah oui, parce que Q de U, P de U, X, bah, par commutativité des polynômes, de l'algèbre des polynômes, et le fait que l'évaluation en U, c'est un morphisme d'algèbre, donc ici, vous pouvez échanger, ça fait P de U de Q de U de X, mais Q de U de X, comme Q est dans le noyau, ça fait 0, donc ici ça fait P de U de 0, donc ça fait 0. Voilà, donc finalement, on a montré la proposition 1, ce qui nous permet d'avoir un isomorphisme par passage au quotient, que j'appelle phi bar, et maintenant il faut montrer que les sous-espaces stables par U correspondent ici exactement aux idéaux, donc on a une bijection entre les deux. Et cette bijection est fournie justement par phi bar. Alors, bah oui, de toute façon, quand on va avoir un sous-espace, bah forcément on a un sous-espace là. Donc pour montrer qu'on a un idéal, bah, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, et ensuite qu'il est stable par multiplication par un élément de A. Alors, juste remarquez la chose suivante, et c'est ça qui est fondamental dans l'application phi, c'est que quand on va faire phi bar de x bar de p bar, donc bah, par définition du passage au quotient et par définition de phi, bah, c'est xp de u de x, entre parenthèses, ça ne dépend pas de la classe choisie, puisque c'est ça le passage au quotient, mais xp de u de x, bah, c'est u, parce que x finalement agit comme u, c'est u de p de u de x, par définition de l'évaluation d'un polynôme en u. Voilà, donc x devient u, en quelque sorte. Donc, vous voyez bien que ici, si vous avez un élément y quelconque de E, qui est sous cette forme-là, eh bien, dire que un sous-espace est stable par U revient à dire que le sous-espace ici correspondant est stable par multiplication par x bar. Donc, écrivons ça, f sous-espace vectoriel stable par U ici, donc ça veut dire que phi bar moins 1 de f est un sous-espace vectoriel de A, stable par multiplication par x bar. Mais comme x est un générateur de k de x, d'accord? Bon, eh bien, on va avoir, en tant que k-algèbre, eh bien, à partir du moment où on est stable par x bar, bah, on est stable par tout A, évidemment, parce qu'on va être stable par 1, multiplication par 1, évidemment, stable par multiplication par x bar, stable donc du coup 2 fois par multiplication par x bar carré, etc. Et les puissances de x bar, bon, ben, ça forme une famille génératrice de A comme espace vectoriel sur K. Donc ça veut dire qu'on a bien un idéal, puisqu'on a un sous-espace vectoriel stable par multiplication par tout élément de A. Donc maintenant, on a bien avancé, sauf que on n'est pas très à l'aise dans les quotients, on va remonter ici dans K de x, où là, on a nos aises, on connaît bien l'algèbre des polynômes, donc on va maintenant regarder les idéaux de A, mais on va les voir dans K de x. C'est la troisième étape. Alors, on va faire donc un lien entre les idéaux ici de A et ce qu'on a appelé l'anneau qu'on a appelé A, la K-algèbre qu'on a appelé A, et les idéaux, certains idéaux de K de x, évidemment, pas tous. En fait, contrairement à phi, on va pas
passer ceci au quotient pour en obtenir un isomorphisme, parce que sinon, on aurait un isomorphisme entre k de x quotienté par mu u et k de x quotienté par mu u, et cet isomorphisme, ce serait l'identité. Donc ça ne nous servira à rien. Donc on va regarder pi tel qu'il est, et on va assumer le fait que c'est pas qu'il n'est pas iso. Donc on va pas avoir ici, donc quand on va prendre un idéal ici, on va pas avoir une bijection avec tous les idéaux de k de x, c'est normal. Ce qu'on peut dire, c'est que, donc proposition 3, pi fournit une bijection entre les idéaux de k de x, attention, qui contiennent l'idéal engendré par mu u, et les idéaux de a, donc de k de x, quotienté par mu u. Voilà. Bon, alors là, ça devient plus raisonnable, mais qu'est-ce que ça veut dire, les idéaux qui contiennent mu u? Un idéal de k de x, comme k de x est principal, c'est un idéal de la forme, d, hein, comme ça, engendré par un polynôme d. Vous allez voir pourquoi je l'appelle d. Et maintenant, le fait que l'idéal engendré par d, alors d est unitaire, hein, comme ça, il est unique. D, le fait que l'idéal engendré par d contient l'idéal engendré par mu, ça signifie que D divise mu u. On sait que diviser, c'est contenir, et contenir, c'est diviser. Voilà. Donc, ici, comme il y a une bijection entre les idéaux de k de x et les polynômes unitaires qui les engendrent, eh bien, on va avoir que, pour compter maintenant ce qu'on voulait compter, c'est-à-dire les sous-espaces apparus, donc finalement, les idéaux de notre K-algèbre A, eh bien, il suffit de compter maintenant les diviseurs unitaires de mu u. Voilà. Alors là, ça devient plus simple. Les idéaux de k de x qui contiennent mu u sont en bijection avec les polynômes unitaires qui divisent mu u. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc, avec les JUplets, ici, ça veut dire quoi diviser mu u? Maintenant qu'on a la décomposition en facteur irréductible de mu u, d'après le théorème fondamental de l'arithmétique, disons d'après le fait que k de x est factoriel, eh bien il suffit, pour diviser mu u et être unitaire, il suffit d'avoir un polynôme pi de produit de πj puissance mj avec mj compris entre 0 et nj. Et les mj étant indépendants, le nombre cherché, c'est bien ça, par la loi des intervalles, pour chaque petit j dans le grand J, il y en a nj plus 1, il faut faire le produit de tout ça. Donc, finalement, la proposition 4, elle est assez claire, mais on va montrer la proposition 3, qui est vraiment un classique, qui est quelque chose à bien connaître. Donc, on a les idéaux ici, et on fait pi moins 1, et ça fait un idéal ici, et on fait pi ici, ça fait un idéal. Alors, d'abord, si je prends un idéal I' ici, j'ai un idéal et je fais pi moins 1 de cet idéal, donc l'image réciproque. Donc, pi moins 1 de l'idéal, évidemment, ça va être toujours un idéal, mais comme I' contient 0, pi moins 1 de I' contient pi moins 1 de 0. Donc, contient forcément l'idéal engendré par mu u, puisque c'est ça le noyau. Pi moins 1 de 0. Réciproquement, quand on a un idéal i de k de x et qu'on fait pi de i, c'est bien un idéal de k de x quotienté par mu u. Alors attention, en général, regardez, si pi est un morphisme surjectif d'anneau, il envoie un idéal sur un idéal. Le fait qu'il envoie une partie additive sur une partie additive, c'est clair, mais le fait que ce soit un idéal demande absolument la surjectivité. Parce qu'on va multiplier ici par un élément de grand A, il faut un antécédent de l'élément petit a, on va l'appeler petit a de grand A, par lequel on multiplie, pour pouvoir dire, ici il y a stabilité par multiplication par cet antécédent, puisque ici on a un idéal, et donc on va prendre l'image, et on va avoir stabilité par l'image, par le fait que pi est un morphisme. Donc attention, en général, l'image d'un idéal par un morphisme d'anneau n'est pas un idéal, mais
quand le morphisme est surjectif, alors l'image est un idéal, toujours. Voilà. Donc c'est bien défini. Hein, donc pi comme ça et pi moins 1 comme ça, l'image réciproque, ça définit bien une application de l'ensemble des idéaux qui contiennent mu et des idéaux de notre anneau A. Bien, alors maintenant il faut que ce soit une bijection. Donc là pour l'instant on a montré que c'était juste deux applications. Alors, bah oui, ce sont des bijections réciproques. Pourquoi? Parce que si je prends I, un idéal de K de X, qui contient mu U, eh bien, je vais faire pi de I, et puis ensuite je vais faire pi moins 1 de pi de I. Bah, il faut que je retrouve I, pour que ce soit des bijections réciproques. Bah oui, parce que ça, on sait que quand on fait pi et pi moins 1, bah, ce qu'on obtient, c'est l'ensemble de départ plus le noyau. Et ben oui, étant donné que le noyau de pi, c'est justement l'idéal engendré par mu U, qui est contenu dans I, ben quand on fait I plus mu U, et ben on reste dans I, parce que I est une partie additive. Voilà. Et réciproquement, il faut montrer que quand on prend un idéal ici, I', tout court, et qu'on fait pi moins 1 et qu'on fait pi de pi moins 1, on retombe encore sur I'. Bah oui, parce que quand on fait pi de pi moins 1 d'une partie ici, ce qu'on obtient à la fin, bah, c'est la partie de départ intersectée avec l'image de pi. Voilà. Et bah oui, mais comme pi est surjectif, bah, ça fait I'. Donc on a bien des bijections réciproques, ce qui nous fait qu'on a compté les sous-espaces stables par U. Donc en gros, en deux temps en quelque sorte, les sous-espaces stables par U correspondent à des idéaux ici, et là ça correspond à des idéaux qui contiennent mu U, et donc ça correspond à des diviseurs de mu U, et les diviseurs, on sait les compter. Voilà, alors on a terminé l'exercice sur ces espaces stables. Maintenant, on pourrait se poser la question, si eux n'étaient pas cycliques, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas engendrés par un élément, s'ils ne pouvaient pas être engendrés par un élément, est-ce qu'il aurait un nombre fini de sous-espaces stables? Alors évidemment, si le corps est fini, le nombre de sous-espaces stables est fini, puisqu'on a un espace de dimension finie sur un corps fini. Mais si K est infini, on suppose qu'il est non cyclique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un seul X qui engendre tout, comme dans ce cas-là, alors eh bien, le nombre de sous-espaces stables par U est infini. Donc ça, c'est effectivement, donc là, ici, dans ce cas-là, le nombre de sous-espaces stables est infini. D'accord. Voilà. Et ça utilise le théorème de décomposition de Frobenius. Essayez de le faire. Bon, on aura l'occasion de corriger cet exercice sur cette chaîne. On va s'arrêter là.